Bon, et ben, Madame Redélé, donc merci de nous recevoir chez vous. C'est un immense honneur d'avoir une petite heure en votre compagnie et je suis hyper heureux que vous soyez OK pour nous raconter un petit peu la façon dont vous avez vécu toute cette histoire automobile et que nous, on puisse avoir un côté que les gens n'ont pas forcément pu avoir dans les interviews précédentes. Voilà. Oui, et puis moi j'apprécie beaucoup que les gens de votre génération, parce que c'est une autre génération que celle de mon mari, soient encore intéressés, comme ils le sont, et la trace qu'ils laissent est sympathique. Transmettre, ça veut aussi dire raconter ces histoires incroyables. Là, vous allez raconter une histoire qui est mythique maintenant, parce que plus jamais ce genre d'aventure ne pourra se reproduire, c'est-à-dire partir avec vraiment rien du tout, et créer tout ce qu'ils ont créé. Bon, ils ont beaucoup travaillé, évidemment. Mais je veux dire que c'est fini, ça, ce genre d'aventure. Mais l'aventure d'Alpine, c'est quelque chose qui est un peu unique dans l'histoire d'une passion. Un monsieur qui part de rien, bien sûr, il avait toujours la maison Renault avec lui. Mais au départ, mais il est resté toujours fidèle à Renault. Mais sa passion de l'automobile, bon, il se trouve qu'il était très lié à Renault, puisque ses parents étaient concessionnaires, Renault, il a toujours lui était le plus jeune concessionnaire de France, de mémoire. C'est possible. C'est sûr. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, je crois qu'on lui a donné ça quand il est sorti d'HEC. Ouais, c'est une histoire. À quelle époque est-ce que vous l'avez rencontré? Dans les années 50. Il faisait déjà de la course automobile à l'époque? Ah ben oui, bien sûr. Il courait sur 4 chevaux. Sur 4 chevaux, ouais. Il gagnait tout. La question ne se posait même pas, sauf une fois, je crois, où Galtier est passé avant, mais il était d'ailleurs très content. Mais il avait ses passions. C'était sympa l'ambiance. Vous assistiez un peu à cette course? Je vais vous dire, cette époque de la course automobile, il n'a plus rien à voir avec ce que c'est maintenant. Il courait sur route ouverte déjà. Vous imaginez les Miliac et 1600 km sur route ouverte en Italie. Donc, ce qu'il y avait d'astucieux dans ce système, c'est que le numéro de leur voiture était l'heure de départ. Ouais. Donc, si vous le savez, vous coupez. Vous y étiez quand il a roulé en... Ah non, là, pas encore, mais assez vite. Enfin, bon, c'était un peu la même époque. Comme il était très rapide en montagne, il était imbattable. Il arrivait et les gens n'étaient pas encore prêts pour les chronos, mais ils pouvaient voir simplement avec l'heure de voiture. Il faisait des moyennes en montagne, il était absolument imbattable. Jean. Vous étiez régulièrement avec lui au début quand Bien sûr, au début j'étais très présente, et puis après ça a pris des proportions, mais si quand même. Et puis vous savez, Jean, après il a vu beaucoup plus loin, puisque pour faire ses voitures en France, il les faisait fabriquer à l'extérieur de la France. Ouais. Il travaillait avec Alemano. Il a travaillé, oui, Alemano, mais il le connaissait. Mais il a surtout fait faire ses voitures au Mexique, au Brésil. Comment ça s'est passé Racontez-moi un peu le début, l'évolution entre le jeune concessionnaire Renault passionné de course automobile et le début de l'idée de faire sa propre voiture, l'arrivée des Redélé spéciales. Comment ça se passait? Est-ce que dès le départ, c'était une évidence? Il avait ce projet. C'est une ligne parfaitement réglée. Depuis le début? Oui. Ah oui, ça c'est clair. Il avait l'esprit de compétition, ça c'est sûr. Il était capable de travailler très, très, très fort. Et puis, à côté de ça, après, pouvoir se détendre, mais un peu, mais pas trop. Puisqu'après, il avait une autre passion dans la vie. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. C'était, après la voiture, c'était le bateau. Donc d'abord, ça a été l'avion.
Ensuite la voiture, et ensuite il a beaucoup aimé, enfin ça c'était une distraction. Ben, tout ce qu'on peut faire avec le vent. Quand on voit l'état d'esprit et la façon dont les courses étaient organisées, dont les voitures étaient conduites et dont la sécurité était gérée, c'était un monde complètement différent. Complètement différent, mais je ne sais pas si je peux tout dire de ce qui se passait exactement, parce que tout est, il y a prescription sur tout. Donc à l'époque, si vous voulez, mon mari a fait courir des 4 chevaux, tu te souviens en quelle année, Jean-Charles 1950. Oui, sans que Renault intervienne. Ouais. Donc ces voitures couraient, mais c'était Jean Rédélé. Et une fois où ils ont gagné, ben dans la presse le lendemain, c'était Renault qui avait gagné. Mais du coup, dès le départ, il y avait une espèce de volonté de la régie d'essayer de se réapproprier. Surtout une jalousie. Oui. Dès le début. Dès le début. Une vraie jalousie. Et ça, c'était juste, ça se ressentait autrement que sur une espèce de réappropriation on a eu la chance quand même une époque d'être assez proche du président de la régie, qui était Monsieur Le Faucheux, qui c'était le début il avait très bien compris ce que voulait faire Jean, et malheureusement il a eu un accident, il est mort, mais il l'aurait beaucoup aidé au départ. Et après, ça a été des hommes différents qui auraient peut-être voulu faire ce que Jean faisait, parce que c'est un aspect de l'automobile passion, si vous voulez. Et là, ça a été beaucoup plus difficile. Et racontez-moi un peu le début de la relation. Comment est-ce que vous, de l'intérieur, vous avez vécu le début de la relation? Moi, je l'ai vécu parce que je venais de me marier, j'étais jeune, ça m'intéressait, c'était intéressant. Mais j'ai toujours dit à Jean que se tuer pour s'apprendre à vivre, c'est pas toujours une solution. Mais bon, ça c'est... Vous aviez peur? J'avais peur, oui. J'avais peur. J'ai eu malheureusement des vrais drames. Et quand il y a des vrais drames, c'était toujours moi qui étais là. Hein. Et si c'est trop difficile, on n'en parle pas, mais... un pilote qui a été brûlé vif dans sa voiture au Mans, enfin, après un Brésilien, justement. Ouais. Comme à l'époque, les voitures étaient fabriquées au Brésil, et elles s'appelaient Interlagos et non pas Renault. Ouais. Donc ce pilote s'est tué, bon ça c'est horrible. Hein. Après, il y a eu d'autres brûlés, à tel point qu'à une époque, j'ai dit à Jean, moi je veux bien aller au Mans, mais je veux venir avec des médecins. Et après ça, on avait toujours 3 médecins amis, si vous voulez, qui étaient là au cas où. Mais l'organisation ne faisait pas du tout venir de médecins. C'était, comment vous dire, ça n'a rien à voir avec ce que c'était maintenant. Racontez-moi un peu. C'était passionnant, mais c'est difficile parce que je n'y étais pas tout le temps la nuit. Mais ce que je sais, c'est que quand vous êtes là avec les chronos, que la voiture a 3 secondes de retard, là, vous voyez ce que c'est. Hein. C'est une espèce d'angoisse. Pour moi, c'était une angoisse constante. Pas pour les autres, parce que c'est leur passion. Donc, on connaît les risques de tout ça. Mais pour moi, par exemple, c'était pas toujours agréable. Hein. Jean avait une force morale absolument... une année, alors ça je vais vous raconter, toutes ces voitures sont cassées. Eh bien tous les pilotes sont partis, les mécanos aussi. Jean est resté dans son stand jusqu'au bout tout seul. Par fierté? Ouais. Il était là, il ne s'est pas sauvé. Ouais, j'avais trouvé ça formidable personnellement. Vous étiez là? Oui. Donc... Pour moi, c'était quelque chose ça avait une signification, si vous voulez, pour Jean. Parce que c'était aussi à l'époque, il n'avait pas beaucoup de subventions. Il faisait ça, il disait avec son mouchoir et sa casquette, mais c'est un peu vrai. Vous avez toujours été en soutien? Oh ben bien sûr. Il n'y a pas des moments où vous avez dit c'est trop dangereux, ça prend trop de temps? Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je trouvais de temps en temps que à la suite de cet accident, là, en plus c'était un ami, ce pilote, se tuer pour s'apprendre à vivre, pour moi la course automobile m'impressionnait beaucoup. Je trouvais que les risques étaient trop grands. Mais ça fait partie de ce qu'il a fait. C'est le prix de l'amélioration, de la voiture, de tout ça. Vous voyez, c'est tout un... Et puis il voyait très très loin, Jean. Depuis le début, il voyait loin. Ça ne s'arrêtait pas.
C'était quoi au tout début, c'était quoi la vision de Jean pour sa vision de la voiture, de l'automobile? Alors, si vous voulez, là où Jean a été visionnaire, vraiment, et ça je peux vous dire que de toutes les victoires qu'il a eues, celle dont il était le plus fier, c'est d'avoir été, je crois, 3 ans de suite, gagné l'indice énergétique du Mans. Et ça pour lui, c'était... Et quand on voit ce qui se passe maintenant, hein, la légèreté... Le poids, c'était nouveau. Les voitures en plastique, à l'époque, on disait qu'il était un peu fou. Hein. Il faut que vous sachiez que la berlinette, quand on a passé les tests de sécurité, il fallait heurter un mur à 65 km/h de face. Je ne sais pas si vous connaissez les règles du jeu pour obtenir l'homologation. Alors, quand on est arrivé, mes gars sont arrivés avec leur berlinette, les techniciens rigolaient doucement de voir la petite voiture heurter le mur en disant ça va faire comme une coquille d'œuf qui s'écrase. La coquille d'œuf qui s'écrase, en fait, c'est pas écrasé du tout, c'est la seule voiture qui soit repartie des tests. Comment est-ce que... Alors ça, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que les visionnaires, souvent, sont trop en avance et sont effectivement qualifiés un peu d'illuminés? Comment est-ce qu'ils géraient ça? Non, ils sont forcément en avance, les visionnaires. Ils se projettent. Et dans l'environnement de Jean, tout le monde lui disait vraiment ce que tu fais, ça marchera pas? De toutes les façons, il faisait que ce qu'il voulait. Hein. L'environnement avait une importance tout à fait modérée. Donc, c'était comme ça. Écoutez, justement, Jean-Charles me disait qu'il vient d'apprendre que par sa mère, il avait su que Jean, à l'âge de assez jeune, hein, il avait fabriqué un avion en bois. Parce qu'il avait déjà, il aimait beaucoup les avions. Et il avait fait un système que l'avion se posant, il y avait un élastique qui remontait. Enfin déjà, il y avait l'idée de la vitesse, c'était quand même étonnant. Il avait 10-12 ans. Après ça, ils étaient, comme vous savez, une famille de Dieppe. Ils étaient 3 garçons. Et une nuit, ils ont pris tous les draps de l'armoire de leur mère, et ils ont fait un char qu'ils appelaient le yacht auto, et ils allaient sur la jetée avec leur voile, et ils se sont fait arrêter par la police, évidemment. Ça a été, vous voyez, le vent, la vitesse, tout ça, on sentait que ça marchait dans sa tête. Ça marchait bien, et il y avait la volonté de créer, quoi. C'était... les entrepreneurs ne se créent pas sur le tard, en vrai. Hein. Puis après, il a fallu trouver le nom. Je crois que je suis un tout petit peu intervenue. En tout cas, c'est pour rappeler les victoires en 4 chevaux dans les rallyes des Alpes. Mais... À l'époque, pour trouver le nom, il n'y avait pas encore les victoires. Hein. Fallait trouver un nom. Et comme Jean était très très fort en montagne, je vous dis, il était absolument imbattable. Donc... chercher le nom, et puis moi j'avais quelqu'un dans ma famille qui avait une propriété qui s'appelait les Alpilles. Et j'ai dit Alpilles, et hop, on a fait Alpine. Vous voyez, c'est venu de là. Parce qu'il y a eu l'idée, ça n'avait rien à voir avec l'automobile, si ce n'est la montagne, et comme lui aimait la course en montagne, le nom est resté comme ça, mais il a dû aller le racheter. Parce qu'il y avait, vous savez, des gens qui achètent des noms, et après, il faut leur racheter. Et cet homme était à New York. Il avait pris le nom d'Alpine, Jean est allé le chercher, il lui a racheté le nom. Comment est-ce que ça se passait au début, sur toutes les premières voitures construites par Jean, notamment les raids spéciales, les voyages avec l'Italie, les relations avec la France? Il y en a eu pas tellement, hein, ça n'a pas été long. Après, ça a été surtout avec les moteurs, avec Gordini, avec tout ça, les boîtes de vitesse, Comment est-ce qu'ils s'organisaient? Écoutez, ils s'organisaient en tout cas. Mais il y avait, ces boîtes de vitesse, il y avait le moteur avec Gordini, l'évolution constante du moteur, il était tout le temps avec Gordini. Il y avait une relation d'admiration ou c'était vraiment... Ah oui. Il l'appelait, comment est-ce qu'il l'appelait Gordini? Je ne sais plus, le magicien, quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez, tout ça se jouait, et puis financièrement, il fallait assumer. C'était pas des petites dépenses, vous voyez. Moi, je suis assez curieux que vous nous racontiez un petit peu
enfin, de ce que j'ai pu comprendre, la fabrication en Italie s'est plus ou moins arrêtée quand votre papa a essayé de... Il n'y a pas eu de fabrication en C'était Italie. 2 ans, enfin, Alemano, oui, il y etc. a eu un ou deux protos qui ont été faits là-bas parce qu'ils étaient beaucoup mieux équipés que nous, les Italiens. Et ensuite, quel est le rôle que votre papa a joué là-dedans? Ah ben écoutez, mon père était aussi un homme de l'automobile, passionné de course aussi, lui aussi d'ailleurs. Il avait même fait, je ne sais pas si ça vous intéresse, il avait fait un taxi à Paris, avec, vous savez, les taxis de l'époque, il n'y avait pas de portière, c'était bon. Et il avait mis dans le siège, je me souviens, après ça a été un de ses directeurs, et il a promené cette voiture dans Paris, et on a le film. Vous avez vu la tête des gens qui voyaient la voiture, qui s'arrêtait au feu, qui repartait, et que c'était conduit par le type intérieur, ça avait été une véritable publicité. Et voilà. Enfin, je suppose que vous avez eu le virus auto de famille par votre papa? Oui, bon, c'était pas ma passion, mais c'était... C'était pas votre passion, mais vous en avez fait aussi votre vie. Bien sûr, moi j'ai baigné dedans, voilà. Jean Radélé, c'était un pilote ou c'était un entrepreneur? Les deux. Il ne pouvait pas être l'un sans l'autre. Et il avait une résistance physique quand il faisait ses courses. Il y avait en particulier une course qui s'appelait... c'était une course en Belgique. Alors, ça a duré 5 jours, sans arrêter. Sans arrêter? Ouais. Et alors il partait à 2, puis il avait à peine fait 500 km, l'équipier était malade. Il avait ligoté sur son siège. Et il a fait la course tout seul, jour et nuit. Hein. Bon, à un moment donné, il était quand même un peu fatigué, et à un arrêt, Jean étant très fatigué, il lui dit attendez, je vais vous donner un cachet que les pilotes allemands utilisaient pendant la guerre. Vous voyez, pour être suffisamment bon. Jean prend ce truc. Il fait un moment, et à un moment donné, quelqu'un les arrête, parce que à l'époque, c'était des fanatiques sur la route. Hein. Il y en a un qui lui offre un verre, et c'était du whisky. Et là, Jean m'a dit, j'ai vu les éléphants roses sur la route, enfin c'était... Et puis, donc il marchait tout doucement, avec les éléphants. Il voit une voiture devant, c'était route ouverte, hein, cette course. C'était son frère qui rentrait du midi. Et Jean l'arrête, lui dit écoute, voilà ce qui se passe, j'ai pris ça, donc je suis complètement shooté. Donc tu restes devant moi et tu vas m'aider jusqu'à ce que j'élimine ce genre de truc. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était voilà, les incidents de course. Bah, c'est génial. Oui. Tous les pilotes de l'époque disent que ce qu'ils ont vécu avec ces courses, les Milléas, cette course-là, c'était unique, quoi. C'est fantastique. J'essaye de ne pas tomber dans le c'était mieux avant parce que je pense qu'à chaque époque, c'est son lot de bonheur et de déception. Non, mais quand vous avez l'esprit de compétition comme avaient tous ces hommes, si vous voulez, et ils ont pu continuer après. Jean de Bien, qui était un Belge et tout, moi je les ai rencontrés, ils le disaient que pour eux, leur grand souvenir de course, c'était ces courses-là. Mais après, bon, ils en ont fait d'autres. Bien sûr, c'est pas mieux avant, c'était différent. Comment ça s'est passé le début du succès industriel? Ça s'est passé dans la tête de Jean. Est-ce que c'était génial et c'était incroyable ou est-ce que c'était ce qui était prévu? Pas du tout. Il a toujours été cette espèce de progression et il n'y avait pas de saut, vous voyez. C'était une montée normale sans... je me souviens quand même quand ils ont gagné les championnats du monde sur route. Ouais. Et il y a quand même eu les félicitations de... Je sais même pas, parce que non, il n'a pas eu... Pompidou, c'était l'époque de Pompidou. Il n'a pas eu de... Non. Je crois que c'est lui après qu'il... Mais Pompidou ne les a pas félicités. Mais Pompidou aimait mieux les voitures allemandes. Bon, il y avait quand même une reconnaissance extraordinaire, mais pour lui, c'était normal de réussir. Enfin, c'est pas normal de réussir, mais c'était écrit. Oui, c'était tracé, enfin, vous voyez, jusqu'au bout. Mais il a fait preuve beaucoup d'astuces quand même, parce que pour faire ses voitures à l'étranger, pour faire ses voitures en France, il y a un autre président qui était Dreyfus, que je les ai tous rencontrés, bien sûr, et un jour, il me dit, voyez, comme j'aime votre mari... Parce qu'il y avait une grande jalousie entre les hommes de la régie et Jean, parce que, vous savez,
Enfin, j'ai toujours dit pour les hommes, c'est un petit peu le train électrique des enfants. Alors, vous voyez, ils auraient voulu être ça. Et lui, il me dit, vous voyez, comme je suis gentil avec votre mari, et j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, voilà, je lui fais faire, il va faire ses voitures en Bulgarie, dans un pays où il n'y a pas de route. C'est vrai, il n'y avait pas de route en Bulgarie, ils ont quand même fait les voitures là-bas. Mais ça avait été sur l'impulsion de Dreyfus. C'était quoi la relation entre Jean et les gens qui travaillent sur ces voitures, d'une part? Ah ben ça, c'était son équipe. C'était ses mains. Hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, quand vous pensez qu'actuellement, c'est ce que l'on fait pour Jean à Dieppe, Ouais. ce sont tous les anciens d'Alpine qui organisent le truc. Ouais, tout à fait. Quand même, vous voyez, c'était étonnant comme... Racontez-moi un peu la relation qu'il avait avec tous ces gens-là. Est-ce que c'était très paternaliste? C'était... Comment vous dire? C'était normal, je voyais... Ça n'avait rien d'excessif, ça se déroulait comme ça, sans heurts. Sauf la seule fois où il y en a eu, il y a eu une grève à Dieppe, Ouais. importante, et c'était assez impressionnant. Et Jean est sorti de l'usine, il y avait devant lui, enfin, et par contre, il y avait, je crois qu'il s'appelait Arrivel. Il était sorti avec une énorme clé à molette. Parce que Jean me disait, c'est impressionnant quand vous avez tous ces gens devant vous. Dans ces moments de... Bien sûr. Vous voyez, et je veux dire qu'à côté de Jean, il y avait Arrivel qui a toujours été avec Jean, avec sa clé à molette, prêt à défendre Jean. C'était, non, il avait une vraie communication avec ces hommes. Enfin, c'était... L'usine moderne qui est actuellement à Dieppe a été réalisée en plusieurs étapes. Alors je venais de finir la première étape et on était débordé par les commandes. Il fallait agrandir l'usine, ce que j'avais agrandi. Et on a engagé 300 et quelques personnes de plus et l'entreprise Alpine est devenue la première affaire de Dieppe, de très loin, avec plus de 800 employés. Et sur le plan social, mes hommes n'entendaient pas être préoccupés par les histoires de syndicats, etc. Non pas que j'ai fait quoi que ce soit pour empêcher que les syndicats soient présents, mais c'était les gars qui avaient autre chose à faire que de faire du syndicalisme. Et quand on a agrandi l'usine, et pour cet agrandissement, je m'étais endetté sur tout ce que j'avais et tout ce que je pensais que j'aurais, j'ai engagé 300 personnes. Et la CGT, qui n'était pas dans la maison, a foutu 150 meneurs dans le lot des nouvelles personnes engagées, qui m'ont foutu une grève du jour au lendemain. Des gars qui étaient engagés la veille au soir étaient en grève le lendemain matin à 6 heures. Et cette grève a tellement été tragique sur le plan financier que, à ce moment-là, Renault m'a demandé, Monsieur Dreyfus m'a demandé de prendre une participation dans l'affaire. Et j'ai pensé qu'il fallait que je rentre en relation avec Renault, alors que j'étais poursuivi par des marques étrangères que je ne nommerai pas, américaines et japonaises, et je n'étais pas du tout tenté de céder quoi que ce soit d'Alpine à l'étranger, compte tenu que les voitures appartenaient beaucoup plus à mon personnel, beaucoup plus à mes pilotes, beaucoup plus au public, et je ne me voyais pas en train de vendre Alpine à l'étranger, alors que financièrement et fiscalement, c'eût été infiniment plus intéressant. Et la raison pour laquelle j'ai traité avec Renault, essentiellement, ça a été de sécuriser l'emploi de tous mes compagnons. Alors, c'était un entrepreneur qui vraiment discutait, on n'était pas sur une espèce de visionnaire un peu intouchable, beaucoup plus Non, il avait les mains dans le cambouis quand même. Oui, mais il y avait le stade au-dessus où c'était plus le cambouis, vous voyez, c'était la projection dans le temps. Et avec les pilotes, comment ça se passait? Ah ben très bien. Très bien, il peut y avoir des petits problèmes. Je sais qu'il y a eu le pilote anglais, comme Stewart, je crois. Ouais. Qui courait sur une voiture de Jean. Et ils étaient en train de préparer la voiture, arrive l'heure du déjeuner, et Stewart était dans sa voiture, ils l'ont oublié. Donc il est resté pendant 2 heures, et il était obligé. Et ce qu'il faisait pour lui, c'est qu'il avait tellement des grands pieds qu'il fallait modifier le pédalier. Le pédalier, et du coup il est resté. Il était furieux. Hein. Les Anglais en plus. Est-ce qu'il y a eu une ou deux amitiés très très fortes avec certains pilotes qui s'est créées? Ou on restait sur une relation qui était quand même... Oui, il y avait quand même une relation... il y a toujours des petits... Mais non, pratiquement pas.
Il y avait une véritable entente avec ce qu'il peut y avoir de problème de temps en temps sur une voiture qui marche moins bien, la boîte de vitesse qui n'a pas tout à fait fonctionné. Enfin, vous voyez, mais non, c'était harmonieux. Quel a été le rôle à la maison de Madame Rédélé sur toute cette période de course, de début de relation avec Renault, d'ascension, de début des Je sais pas, succès? c'est vrai que je l'accompagnais, si vous voulez, que c'était... comment dire, je sais pas, ça m'a paru tellement naturel, moi, que c'est sûr que bon, il y avait tous ces réunions, ces gens partout, mais il n'était pas tellement mondain, Jean, ça allait bien un peu, mais bon, pas trop. Il vous demandait conseil sur un... Ah Des oui, décisions. oui, je me souviens même à Dieppe, quand on avait encore les voitures, d'avoir fait une arrête sur la voiture qui n'était pas prévue et elle avait été suivie. Ah oui? Oui. C'est quand les voitures étaient en fait à Dieppe à l'époque, vous voyez. C'était il y a longtemps. Ne me demandez pas le temps parce que pour moi, je n'ai pas la mémoire du temps. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y avait des décisions un peu stratégiques, des relations avec des pilotes, etc. Est-ce qu'il avait tendance à rentrer à la maison, à vous en Non, parler? pas du tout. Non, non, il était très, très secret même à ce sujet. Ah oui? Ah oui, oui. Et je comprends. C'est pas quelque chose qui se... Non. Il vous en parlait pas? Non, j'étais au courant, si vous voulez, mais je n'intervenais pas, ou presque pas, dans ces décisions-là. La relation entre Jean et votre papa au début, comment est-ce que votre papa a aidé industriellement, financièrement, à faire démarrer l'aventure non, plus alpine? du tout. Après c'est Jean qui a géré tout ça. Mon père l'a laissé et Jean s'est débrouillé tout seul. Mais au tout début, ils ont travaillé ensemble. Ah ben oui, puis après il est resté, il a été président des affaires de mon père, pardon. Et mon père a disparu et c'est Jean qui a géré toutes ces affaires, d'automobile d'ailleurs, un peu partout, des concessions. Mais ce que vous me disiez, c'est qu'ils ont essayé de collaborer et que votre papa s'est rendu compte que, Oui, genre, de toute façon, c'était une fusée qui était partie. Après, c'était complètement égal. Et je me souviens qu'il venait au Mans, il était ravi de voir ce qui se passait. Non, c'était... Il n'y a pas eu de lutte vraiment, c'est pas vrai. Si D'accord. vous l'avez dit, c'est pas vrai. C'était cordial. Oui, et puis après, mon père est décédé, Jean, il a laissé les affaires. Non, non. Ça a été un moment difficile, comme vous imaginez, quand les passages comme ça, c'est jamais facile. Hein. Des générations, d'idées, tout ça, c'est jamais simple. Quels sont vos souvenirs de courses les plus marquants? Est-ce que c'est sur des rallyes? Est-ce que c'est au Mans? Ce qui était le plus impressionnant, c'est le Mans. Les rallyes, non. Les rallyes ne m'ont pas tellement impressionné, ça se déroulait, c'était différent, hein, tout à fait différent. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'était... quand Jean courait encore, c'était impressionnant les courses, si vous voulez. Mais après, il a arrêté. Vous êtes monté avec lui? Oui, malheureusement. Pourquoi? Mais parce qu'il conduisait d'une façon... Enfin, demandez aux enfants, tiens. Je sais plus quoi, un jour, c'était Grand-Cyr, vous voyez qui c'est, non? Ouais. Grand-Cyr, un jour, me dit, vous savez, Michel, vous ne devriez pas laisser vos enfants avec Jean en voiture parce que je les ai croisés sur la route et les enfants évoluaient entre le siège et le plafond. Vous devriez arrêter. Ah non, il courait, il marchait très très vite, sans considération pour les autres. En l'occurrence, les enfants, les autres ils trouvaient ça formidable d'ailleurs, pas moi. Vous vous engueuliez parfois à ce sujet-là ou... Non, non. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de la relation avec Renault? Oh là là, c'est difficile ça. C'est évident que Renault, qui était une régie à l'époque, était une grande dame, qui avait ses impératifs et qui n'était pas, elle peut-être pas l'esprit très sportif, mais était quand même très contente de partager les succès que nous rencontrions, notamment à l'étranger. Et je me souviens de M. Dreyfus, du président de Renault, un salon où le président de la République était passé d'abord voir son stand. Il était venu sur notre stand avec le même président en question, et de dire au président de la République, vous m'avez félicité pour les succès de Renault à l'exportation, mais une des raisons pour lesquelles on a nos succès à l'exportation aujourd'hui, c'est en grande partie parce qu'on les doit à Alpine, à Jean Rédélé, à toute son équipe, et tout le monde n'en est pas très conscient, mais ils nous ont rendu de services fabuleux. C'était une reconnaissance très honnête de la part du président de la régie. Le président, c'était le général de Gaulle?
Le général de Gaulle restait plus longtemps sur le stand Alpine que sur le stand Renault. Et c'est lui qui nous disait que on allait courir le lendemain de la présentation où il venait au salon une épreuve à Montlhéry avec le nouveau prototype 3 litres, de dire mais attention, la piste de Montlhéry est très mauvaise, est-ce que les suspensions vont tenir à 300 à l'heure, est-ce que vous y avez pensé, etc. J'étais sidéré qu'un président de la République sache que effectivement l'anneau de Montlhéry était en très mauvais état. Le père de Gaulle était quand même un personnage fabuleux. C'est difficile quand je vous parle au début où ça a commencé. Je vous dis, c'était, je ne sais pas si vous avez l'iconographie de la régie, mais enfin il y a les présidents qui sont succédés les uns après les autres. Le plus intéressant, le plus bienveillant, c'était Pierre Le Faucheux. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu après Pierre Le Faucheux? Ça a été encore possible. Et puis après, il y a très vite une espèce de jalousie. Vous savez qui c'était. Et puis il fallait financièrement que Renault intervienne quand même. C'était difficile. Donc c'était une relation qui n'était pas facile, mais qui était un peu obligée d'un point de vue financier. Voilà, exactement. Exactement. D'ailleurs, on se retrouve maintenant dans la même situation, parce que c'est finalement Alpine qui va aider Renault, maintenant, à l'heure actuelle. Et c'est quand même l'idée de Jean. C'est pour ça que quand j'ai vu la première Alpine qui s'appelle Alpine, là, j'ai dit, si Jean voit ce que ça, pour lui, c'est le rêve de sa vie. Bah, c'est génial, parce qu'il aura quand même réussi à faire perdurer dans le temps une image sportive. Ah oui, oui. Et puis, je vous dis, il y avait souvent une question de jalousie. Les hommes avec les voitures et les trains électriques. Hein. Comment est-ce qu'il a vécu le moment où ces autos ont commencé à être badgées Renault Sport et non plus Alpine? Sous son ADN et son... Je vais vous dire, je suivais beaucoup moins cette période de la vie de Jean. C'est surtout avec Jacques Chénis. Vous l'avez eu, Jacques Chénis, ou pas? Alors, on ne l'a pas interviewé, mais on sait qui c'est. Parce que lui pourrait vous en dire plus sur cette période-là que moi. Moi, de mon côté, j'avais quand même pas mal d'activités, donc j'avais moins de temps. C'était... c'est vrai que ça devait être une période qui était assez intéressante, mais assez dure, parce qu'on voyait qu'on arrivait sur un moment où je ne vais pas dire l'ogre, mais bon, le monstre Renault commençait un peu à phagocyter... Ouais. Mais attendez, il y a eu l'histoire des boîtes de vitesse aussi, avec Gordini, enfin tout ça, c'était... Ça, vous avez des détails de tout ça. On a les détails, mais si vous... Enfin, j'en ai pas d'autres, si ce n'est qu'il était merveilleux, Gordini. Le personnage, on l'appelait le sorcier. Racontez un petit peu. Le sorcier, il adorait danser, et quand il y avait des dîners à la suite, des choses comme ça, il fallait danser avec Gordini, qui adorait danser. Non, mais on l'appelait le sorcier. Ouais. Et vous vouliez nous parler tout à l'heure d'un peu des études. Jean a fait ses études, il a quand même l'esprit de compétition, Jean. Et lui, il me disait que de toutes les études qu'il avait faites, celle dont il était le plus fier, c'est d'avoir été le premier du canton. Le premier du canton? Ouais. C'est-à-dire que vous savez, il a suivi les filières normales, école communale, lycée, et puis HEC après. Mais il m'a dit, moi, de toutes ce dont j'étais le plus fier, c'est d'avoir été le premier du canton. Il avait raison. Il avait raison parce que si à cet âge-là, vous voyez, ou à ce moment de la vie scolaire, on marche bien, c'est bien. C'est le départ. Et comme alors, pour HEC, Jean, alors là, c'est encore autre chose. Il était secrétaire d'un parlementaire à l'époque. Donc, tout en faisant HEC, il n'était pas souvent à HEC, puisque comme il était secrétaire d'un parlementaire, il voyageait. Et tous les garçons que j'ai vus, qui étaient de la même promotion que Jean, me disaient, vous savez, on ne voyait pas Jean, on le voyait arriver 1 mois et demi avant les examens, et là, il s'enfermait, et il passait les examens. Mais le reste du temps, il ne le voyait pas. Vous ne l'aviez pas rencontré à cette époque-là? Non, c'est avant, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment où Jean s'est un peu, vers la fin, s'est un peu détaché ou un peu plus détaché? Est-ce que l'évolution d'Alpine avec un ADN peut-être un peu moins court, à un moment ou à un autre fait... Vous savez, finalement, c'était quelqu'un d'assez secret. Et il était content de la relation, de l'importance que Alpine prenait dans le groupe Renault, où il aurait adoré être indépendant tout le temps? Non, je crois qu'il poursuivait sa passion, vous voyez.
il s'était ajusté dessus. Il n'avait pas de jalousie, il n'avait pas de rancœur, non, pas vraiment. Les autres n'étaient pas tellement sympathiques, si vous voulez, mais il n'avait pas de... Il était un peu au-dessus. C'est difficile de vivre avec un homme qui est aussi... Enfin, qui... C'est très difficile de toutes les façons de vivre avec quelqu'un. Je ne suis pas là pour vous dire le contraire. Bon, c'est vrai. On s'acharne à vivre les hommes et les femmes ensemble, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais enfin, c'est la vie. Ouais. Avant de finir, moi, je veux bien avoir un peu votre vision sur... ou en tout cas votre sentiment, et ce qu'aurait pensé Jean d'Alpine aujourd'hui. La renaissance de la marque, le retour en course. Ah ben, il serait très heureux. Il serait très heureux. Sûrement. Sûrement. Ça, je dois dire que ce serait même pour lui une espèce d'apothéose hein, de sa vie. C'est une vraie continuation, et puis bon, oui. Il a toujours énormément accouplé la course automobile, l'ingénierie et la production industrielle sportive. Ah oui, il a tout fait, hein, toute la progression, la création, la fabrication, la vente, enfin vous voyez, c'était... Tout le processus industriel, toute la création ingénierie, et puis en course, il a tout fait, hein. Ah du oui. rallye à l'endurance en passant par la monoplace. Donc, moi, la question, c'est est-ce que l'impulsion donnée par Renault à la marque Alpine pour faire revivre cette marque en course... Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. C'est encore un autre sujet, mais qu'il voit, s'il peut voir aussi, il n'a pas eu le temps de le voir, ça, mais il serait très heureux. Alors, vous auriez à construire une berlinette en 2003. Est-ce que vous la changeriez esthétiquement? Le moins possible. Regardez l'expérience que fait BMW avec l'ancienne Austin, la Mini. Ils vendent la Mini avec un ensemble créé par BMW autour de la Mini. Et ce que les gens achètent, c'est l'image de la Mini. Et c'est un succès commercial. Alors si je devais refaire une voiture, je m'inspirerais certainement des grandes lignes de la berlinette et je souhaiterais qu'elle ait autant de succès que la berlinette en a eu et en a toujours. Parce qu'il n'aurait plus en face de lui, quand je vous dis qu'il y avait une espèce de jalousie d'homme en automobile, c'est quelque chose de profond. Hein. Vous avez des exemples en tête de coups bas ou de... Ah, de jalousie, beaucoup, je n'avais pas d'idée, mais qu'ils étaient jaloux de tout ça, oui, c'était... Même de la part d'hommes intelligents d'ailleurs, pourtant. Vous voyez, mais c'est des trucs un peu infantiles. Voilà. Mais et Jean, il était un peu au-dessus de tout ça, non? Il s'en foutait? Enfin, ça devait l'atteindre d'une certaine façon, mais... Oui, ça l'atteignait, mais de toutes les façons, il était très secret. Vous savez, il ne disait pas beaucoup, c'est difficile de savoir ce qu'il pensait. Il est très, très secret. J'ai une petite dernière question qui a moins à voir avec Alpine et Jean, mais qui, je pense, est important pour les gens qui vont regarder, qui vont écouter. C'est impressionnant. Non, mais c'est une question que j'aime bien poser. Si vous aviez une classe d'enfants de 15 ans ou des jeunes de 15 ans qui sont passionnés par l'automobile, mais à qui on dit que c'est plus à la mode, que c'est plus dans l'air du temps, que c'est un peu contre les grands préceptes actuels qui sont grosso modo très mobilité partagée, conscience écologique, sachant que l'un et l'autre ne sont pas du tout opposables, hein, mais dans l'état d'esprit des gens, la voiture c'est plus forcément quelque chose de très à la mode. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens sur cette passion et pour essayer de continuer à faire perdurer cette Alors là, idée. vous savez, vous me lancez dans une drôle de question, parce qu'il n'y a qu'à voir ce que devient l'automobile à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui va se passer demain? Hein? C'est tout à fait différent de ce qu'aurait pu penser Jean à l'époque de l'évolution actuelle. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais l'automobile... Je sais, par exemple, Jean a un frère qui est un personnage... aussi intelligent que Jean d'ailleurs, mais complètement à l'opposé. Et lui il disait que l'automobile s'était déjà dépassé, il y a longtemps en arrière. Hein. Quand on a fait la statue de Jean, tout ça, Jean-Claude, il était prévu qu'elle soit posée devant une des usines, et c'est entre l'hôpital et l'usine.
Bon, et mon beau-frère, qui était un autre personnage, a dit, mais on ne met pas une statue d'un homme qui a fait l'automobile. Donc il y a des gens qui sont morts à cause de l'automobile devant un hôpital. Moi, j'étais pas très contente d'ailleurs parce qu'il est intervenu et ils ont changé de place. Ah oui? Oui, et ils l'ont mis à un endroit qui est ridicule. Voilà. Ben ça, alors lui, il avait déjà l'idée que l'automobile s'était dépassée, voilà, quelque part. Et elle s'est dépassée maintenant. Ça reste, maintenant ça va être dans le rêve. Mais ça c'est bien, je veux dire que ça ne va pas s'effacer. J'ai la plus grande considération pour tous les garçons qui étaient avec moi et ils venaient chez nous parce que c'était le meilleur endroit pour que leur passion s'épanouisse, que ce soit le modeste mécanicien, que ce soit le bon technicien, que ce soit le bon pilote ou tout jeune pilote. Ils sont tous venus non pas pour l'argent, mais ils sont venus parce qu'ils étaient animés par la même passion que la mienne. Alors j'ai eu la chance, tout seul on fait rien dans la vie, on ne fait qu'à travers une équipe. Alors j'ai eu la chance d'avoir une équipe aussi passionnée que je l'étais, qui a su sacrifier, pas sacrifier, consacrer, parce que c'était pas du tout le sacrifice, ils étaient passionnés par leurs activités. J'ai eu la chance de les avoir tous autour de moi, et c'est à eux que reviennent tout le mérite qu'on m'accorde aujourd'hui. Alors j'aimerais bien, faites ce que vous voulez dans votre émission, et qu'on fasse comprendre que c'est à eux que je dois tous nos succès.